Mèche plaquée brute, ce n'est pas une hôtesse. Un hôte de l'air a l'air de Pierre Clémenti dans la cicatrice intérieure. Il est coincé dans son costume ajusté. Yerma l'ausculte de ses yeux noirs. Elle l'imagine se dévêtir et enfourcher le cheval blanc sur des corps islandais. Sa voix résonne, grave, rauque, ronde, toute droite sortie d'une backroom. Avancez au fond de la salle, s'il vous plaît. Dépliez vos cartes d'embarquement, je vous laisse avancer. Un groupe attend à la porte D13. Coup de téléphone, haut-parleur. Dernière minute pour entrer, sinon les portes vont se verrouiller et les valises dégagées. Tous les habitants de la pièce se compressent. Les frusques tombent, la peau devient rouge, les cheveux restent bleus, la veste synthétique s'humidifie. Un homme à turbulence tient une enveloppe longue, blanche et abîmée, sur laquelle Yerma lit, au marqueur noir, pour Madrid. Les symphonies des roues transportent les vies, les phéromones d'un aérodrome pour aérodynamisme en direction de son corps. L'autre prairie. Des hauteurs bleues aux profondeurs marines, Yerma navigue dans la cité sauvage. Les amas de ciment et de plastique lui rappellent les roches gardiennes de sa maison natale. L'eau fuit, le feu s'échappe, la terre tombe du ciel et meurt sur les dispositifs piquants anti-oiseaux. Entre les arbres aux racines torturées, le goudron et le colon. L'écorce des platanes devient le support grave des écritures bouleversées. Elena plus Mariela plus Sin Papeles plus Iskra plus Aka plus Angel. Yerma découvre le chemin en direction d'El Prado Azul. Elle traverse la foule en file indienne et indolente à la recherche de la Sala 055. De dos, face au paysage bleu, un chat à l'oreille coupée est fasciné. Yerma le regarde, s'approche, jusqu'à ce qu'il se retourne. Leurs quatre pupilles se croisent, dilatées, décidées, certaines. Ils seront compagnons pour le reste. Lui, c'est Diego. Las Plumas. Du soir au matin, de sa chambre, elle subit le concert vrombissant de l'autoroute. Toujours la veste rouge aux bandes blanches. Dans son lit, Yerma se dit « Aquí es una vida de Castillo ». Pourtant, à l'orée de la métropole en plastique, là où le silence voudrait être le roi, et au-delà des sirènes,
les chiens aboient en temps mort. Ouverture des rideaux. Des éclairs verts réveillent la pierre blanche et les rétines de Yerma. Comme un rythme de stromboscope acide, des perruches s'envolent entre leurs sœurs blanches à longue queue noire. Un oiseau vert et une pie se posent sur l'œil de la caméra de surveillance. C'est alors que Yerma siffle aux oiseaux qu'elle dit sans bavardage. Urraca lui répond « Tu trouveras ton clan derrière les arbres couverts de boules acides. » Coup de compresseur, clairon électronique. Yel se retrouve seulement la nuit. Dans le faisceau blanc, à travers le jardin noir, une porte en fonte supporte une écriture cuivrée, une lettre, un chiffre, des 10. Yerma frissonne, sur le qui-vive, excitée. Une humaine enveloppée de satin et de duvet ouvre brusquement la porte. Sur les marches en pierre, Diego l'attend. Yerma sait que la camaraderie sera l'amour. Elle existera aux côtés des animaux. Alors Diego lui présente le clan. Sur la droite, Iskra. Au fond, El Griffon. Devant, le colporteur de poèmes et de vermouth. Avec lui, la peintre, dispersée, les cueilleuses. Via Lactea. Le lait bouillit, tout feu, tout flamme, d'étoiles écrasées sous la queue du billard contre les queues des mâles. La fumée mousseuse blanche nauséabonde a un goût de virilité. On s'englue à l'entrée des portes rouges. Yerma, le regard froid métal vers la naissance du phénix, se sent libre et seule. Zone blanche tachée de poussière orangée, gyrovague de l'espace. Ici, personne n'allait. Pourtant, la montée de lait salit les satins. Au fond du mescal, les asticots trempent en l'absence de calcium et les oiseaux de nuit se rongent les os. Yerma rejoint Iskra et la peintre qui résiste encore au bleu des peaux de l'aube. Pieds lavés. Entre les iris sous blister de la cité, Yerma foule ses planques chaussées sur les éclats de bitume. À l'endroit qu'on nomme lava-pièce, une vieille chanteuse crie en direct de l'arbre à transmission. Performance de haut niveau. Elle incante une fontaine miraculeuse où s'effectuent les ablutions. Rituel, purification,
des extrémités inférieures. Application Citymapper entre les doigts, la boussole qui tend, qui dérape, qui ne trouve pas du tout la fontaine, la flèche jamais dans le bon sens, Yarma s'en remet à ses pieds. L'un après l'autre, plat ou concave, elle trouve la fontaine qui ressemble à un immense bassin. Elle marche ou elle nage? Elle ne sait pas si elle sait comment on nage. Les pieds nus dans le pédiluve gelé. Marginale, elle s'obstine. Vitesse de croisière. En dessous, elle va se refroidir. Au-dessus, elle brûle. Le poisson et le gecko en bonnet de bain Napairi disent que jadis, la cité était construite sur l'eau. Les rues sont étroites, sans trottoir. Chacun se colle aux parois avec ses extrémités gluantes. Elle déteste le goût exotico du liquide à boire orange fluo. Création pro. Abandon de sa féminité, feedback sur sa propre sauvagerie, saliva, 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 lèvres bleues, peau rouge à plumes. Bonsoir à tous. Je m'appelle Claire Peressotti et je suis là pour vous raconter un peu une histoire qui s'est passée à Madrid l'année dernière. Donc, je vis à Lyon. Je travaille entre Lyon, la Bretagne, l'Ardèche et le Morvan. Mais j'ai étudié le graphisme et l'édition à l'école du Perret à Paris, aux Beaux-Arts de Valence et aux Beaux-Arts de Lyon. Et durant mes dernières années d'études à Lyon, j'ai participé à de différents projets de performance, d'écriture et de lecture, ce qui m'a permis d'envisager, de matérialiser le texte à travers des dispositifs visuels, mais aussi en fait de prendre conscience de la place que l'écriture tenait dans ma pratique, tout en se mêlant à la photographie, à la vidéo, à l'installation et à la performance. Et donc c'est pour ça que je me définis aussi autrice-artiste. Alors il y a un peu plus d'un an, le 15 octobre 2019, j'arrivais à Madrid après avoir été lauréate du prix de Madrid des Beaux-Arts de Lyon. Et j'arrivais là-bas pour une résidence de 2 mois à la Casa de Velázquez. Donc il y a juste un petit peu qui est dans Madrid, mais un petit peu à l'extérieur de la ville. Et là-bas, je faisais la rencontre, ou plutôt je provoquais la rencontre avec Yarma, mon double, ou plutôt en fait le personnage principal de mon autofiction. Et Yarma, ça a commencé lorsque j'étais encore en France, et juste avant de partir, j'ai découvert la pièce de théâtre intitulée Yarma de Federico García Lorca. Donc c'est un poète et dramaturge espagnol qui est né au début du 19e vers Grenade,
Et il est parti vivre à Madrid au début du XXe, où il a fait partie, et il a participé à la création de la Génération des 27, qui était un groupe littéraire et de poètes d'avant-garde. Et c'est en 1934 qu'il écrit la pièce de théâtre Yarma, qui est une tragédie qui invoque la vie d'une femme espagnole qui s'appelle Yarma, c'est le nom du personnage principal, et qui invoque sa stérilité jusqu'à la fin, donc comme c'est une tragédie, jusqu'au meurtre de son mari. Cette pièce, elle est composée en 3 actes et de 2 tableaux chacun. Et l'histoire, elle se passe dans la campagne andalouse, reclus, où le silence et la nature en fait, se mêlent aux angoisses de Yarma, de cette femme, et aussi à l'oppression patriarcale. Donc toutes les scènes se passent entre l'intérieur de la maison, l'intérieur de la chambre de Yarma et l'extérieur, entre les champs, les vallées, la ruralité. Et cette pièce-là, elle est extrêmement populaire et assez reconnue en Espagne. Mais moi, c'est surtout le prénom Yarma qui m'a intriguée et qui a lancé en fait ce projet de recherche en résidence. Parce qu'en espagnol, en fait, le mot Yarma, on l'utilise pour parler d'une terre qui est dépeuplée, qui est stérile, où plus rien ne pousse dessus. Et cette idée de se réapproprier un prénom, que moi je puisse me réapproprier ce prénom Yarma, ça a été le point de départ en fait à ma résidence de recherche à Madrid, mais aussi le point de départ à l'écriture, comme aussi une façon de s'ancrer dans la littérature espagnole. Et c'était pas du tout, c'était pas la forme de l'adaptation qui m'intéressait, mais plutôt la transformation, la réécriture et une libre interprétation. Donc aussi, c'était cette dualité et cette dualité entre Yarma la terre, Yarma la femme, et ça pouvait en fait, ça posait ces questions à la fois, cette notion d'identité et de territoire. Et c'était un peu cette dualité-là qui m'intéressait dès le début. Donc très vite, je me suis rendu compte que mon projet de recherche, c'était d'imaginer la réincarnation, de jouer le retour de Yarma à travers une autre époque, en 2019, à Madrid, dans un autre espace, en pleine ville, dans une métropole, mais aussi une transformation dans l'écriture française, parce que j'écris en français, et aussi parce que la pièce de théâtre de García Lorca, elle n'est pas du tout aussi reconnue, pas aussi populaire en France. Elle est reconnue, mais ça ne fait pas partie d'une référence populaire. Et il y avait cette idée aussi de transformation, cette réincarnation, transformation de Yarma qui ne serait plus stérile et dépeuplée, mais qui irait partir en quête d'une peuplade, d'un clan, d'une meute. Et ça, c'était aussi une façon de penser, pour moi, l'acte de création, d'une certaine manière. Et là, je vous montre, à droite, vous avez le portrait de Kathy Hacker et son essai Don Quichotte. En français, la traduction, c'est Don Quichotte, ce qui était un rêve. Et ça m'a beaucoup influencée aussi, ça a été une référence pour moi au début, parce que Kathy Hacker, juste pour dire qui elle est rapidement, c'est une poétesse, romancière, essayiste et militante féministe américaine. Et en 1986, elle écrit et publie Don Quichotte, où en fait elle revisite la version de Cervantes, et son Don Quichotte à elle devient une femme qui, au début du livre, se fait avorter. Ça commence comme ça. Et son travail d'écriture, son travail littéraire, il m'a beaucoup inspirée aussi parce qu'il est fait
de collage, où aussi le plagiat est revendiqué. Et aussi, il y a cette fonction performative de la langue. Et à travers ce Don Quichotte, Katie Hacker, elle vient pointer aussi du doigt la représentation de la femme dans la littérature. Et elle crée, déjà à ce moment-là, elle, dans son texte, elle crée un parallélisme entre autobiographie et personnification. Aussi, elle joue beaucoup des pronoms. Et elle a cette manière aussi de considérer l'identité comme une construction interne, effective. Et le Don Quichotte de Katie Hacker, justement, lui, elle, la Don Quichotte de Katie Hacker, elle déambule autour de New York et de Londres avec son chien Saint-Siméon. Et elle part à l'attaque et à la conquête et elle attaque les sociétés sexistes. Donc dans l'écriture, il y a cette idée du corps en mouvement, en déplacement. Mais ça se retrouve aussi dans sa forme littéraire parce que c'est vraiment composé de fragments, d'accumulation aussi, mais aussi dans des formes plastiques, comme les cartes qu'elle a pu faire, la carte de ses rêves. Donc, de mon côté, mon processus, comment j'ai pu utiliser aussi ces 2 mois de résidence, ça s'est construit aussi autour de la forme du journal, littéraire et iconographique. Et un journal de résidence, pour moi, c'était aussi comme un format qui pouvait rassembler le processus d'écriture, une manière de l'assembler, et du processus d'écriture en mouvement, donc des prises de notes, de comment aussi on vit intensément 2 mois dans une ville. Et aussi la collecte d'images, de traces, durant la temporalité de cette résidence. Et ça a été pour moi, je l'ai pensé, ce moment-là, comme aussi le moyen et le terreau à mon écriture de fiction. Et chaque jour, donc, sur ce panneau qui était dans un espace de l'atelier d'Akasa, ce panneau était à la fois comme une carte, mais aussi comme un calendrier. Et je venais retranscrire les dérives, les découvertes de chaque journée dans la ville, les anecdotes et aussi les rencontres. Donc il y a eu tout un temps donné pour capter de la prise de vue. Donc j'avais un appareil photo argentique à ce moment-là. Et en parallèle de la prise de notes. Et aussi de la collecte de documents qu'il y avait sur place. Les documents, je vais en montrer après. Et d'enregistrements sonores. J'ai beaucoup enregistré les bruits, les sons qu'il y avait là-bas. Et j'avais aussi mon iPhone, qui était une sorte de manière aussi de rejouer un peu l'idée du parcours touristique, parce qu'on arrive dans une ville, comment on capte à ce moment-là. Donc, quand je dis différents documents, il y avait à la fois des images, mais des images d'archives aussi. Des images d'archives, parce que dans la Casa Velasquez, dans la cave, il y a aussi une très grande bibliothèque. Et toutes ces choses que je pouvais trouver dans cette bibliothèque, mais aussi toutes les photos que je pouvais prendre lors de mes dérives dans la ville, en fait, elles ont commencé à s'accumuler, à construire la fiction, l'autofiction de Yerma. Et c'était une manière aussi de décontextualiser ces images-là pour les déplacer vers la fiction. Et voilà. Et cette image-là que vous avez vue tout à l'heure, ça a été une image forte et importante pour moi. Et c'est la première que j'ai trouvée dans un marché qui s'appelle le marché El Rastro. C'est un marché à Madrid,
dans le centre historique de Madrid, dans le quartier de la Latina, qui est ouvert tous les dimanches dans les rues, donc qui ressemble plus, rassemble les antiquaires, marchés aux puces. Et ce qui était intéressant aussi, donc j'y suis allée dès la première semaine où j'étais sur place. Et rastro, en espagnol, ça veut dire la trace. Et on a appelé ce marché comme ça parce qu'il se trouvait à l'endroit entre les tanneries et les abattoirs. Et sur le sol, en fait, on venait déplacer, donc traîner le bétail, et il y avait des traces de sang sur le sol. Donc c'est resté El Rastro. Donc cette image que j'ai trouvée, qui est une photographie d'amateur, il n'y avait pas de date dessus. Et pour moi, ça a été comme l'origine et le début de mon histoire, de ma fiction. Et en fait, j'ai cru reconnaître sur cette image Yarma. Et cette jeune femme qui s'écarte d'un groupe au milieu d'une prairie, qui va toucher une pierre, et voilà. Qu'est-ce qui se passe après ? Et derrière, il y avait juste écrit au crayon de papier de cette image, de cette photographie, c'était marqué Prado del Pico, donc ça veut dire le pic de la prairie, et pas forcément de date. Donc elle avait aussi ce statut un peu sans toutes les données, on ne pouvait pas savoir, et le flou aussi de l'image, c'est le début. Donc j'ai continué pendant ces 2 mois à garder ces images et à écrire en parallèle. Et c'était aussi une façon de penser le déplacement, la marche, la randonnée urbaine, le corps dans la ville, comme aussi une façon d'être en quête de cette histoire, de construire l'histoire de Yarma en 2019 dans Madrid, à quoi ça ressemble. Et c'était aussi une manière de mettre à l'épreuve mon corps et de penser l'enquête et la quête de la construction d'un décor. Et il y a cette idée aussi d'intérieur et d'extérieur, de fiction verte, fermée, l'alter ego. Et dans le travail de l'écriture, donc j'ai parlé de ce mot autofiction. Donc c'était aussi de comment on mêle l'autobiographie, ce qui est en train de vivre, ce que je suis en train de vivre, à la fiction. Donc j'étais aussi très inspirée par des autrices françaises comme Chloé Delhomme. Et c'était un peu cette idée aussi, voilà, de commencer dans l'écriture. Donc, moi, je pense l'écriture comme une matière plastique. Et c'était une façon aussi, dans cette matière-là, de traduire un peu les images que je pouvais voir de Madrid, mais de les traduire aussi d'une manière, aussi des images hallucinées et des images mentales. Et quand j'étais à Madrid, j'ai découvert aussi le travail j'ai découvert la personnalité de Leonora Carrington, qui était une peintre et artiste anglaise surréaliste. Et en fait, à Madrid, j'ai découvert qu'elle avait écrit un texte qui s'appelait En bas. Et En bas, en fait, c'est la retranscription d'un récit oral qu'elle livre en 1943, lorsqu'elle est internée dans un hôpital psychiatrique en Espagne. Et en fait, elle a été arrêtée à Madrid lorsqu'elle fuyait la France. Elle habitait en France, elle fuyait la France et le régime nazi. Et donc là, elle a été envoyée dans cet hôpital psychiatrique. Et dans ce texte-là, en fait, elle décrit à la fois les méthodes dégradantes de l'hôpital, auxquelles aussi elle tente de résister. Et elle résiste par le biais d'un symbolisme mystique qui change complètement la réalité dans laquelle elle est.
Et en fait, ce moment de descente aux enfers, finalement, il prend la forme aussi d'un rite de passage vers le en bas, comme une forme d'endroit de liberté, de paradis et aussi de connaissance, parce qu'elle n'avait pas le droit de lire, elle n'avait rien le droit de faire. Et donc là, on voit à droite l'image d'un plan qu'elle a dessiné, donc de son en bas, de son espace mental. Et à l'intérieur de ce plan, voilà, il y a une annotation à côté où il y a des endroits, des continents en fait fantasmés qui naissent alors même qu'elle est dans un enclos et dans un hôpital. Et ce plan, il est inséré dans le livre. Donc là, vous avez la traduction française. Et la narration et ce dessin, ils apparaissent comme une ligne de fuite en fait contre la société fasciste de l'époque qu'elle avait fui, l'enfermement et aussi l'autorité des médecins et l'autorité patriarcale. Et dans sa peinture, il y a beaucoup aussi, je vous invite même à regarder l'ensemble des tableaux qu'elle a pu peindre. Et tous les personnages, elle invoque aussi, Leonora Carrington, dans son écriture, un ensemble de personnages mystiques, mêlés d'animaux et d'humains. Et moi aussi, quand même, dans mon symbolisme qui m'appartient, ce qui m'a quand même... ce que j'ai bien aimé aussi dans Yarma, c'était son initiale, Y, qui en espagnol est le E, la coordination, et qui continuait dans cette idée aussi de connexion, de rassemblement, de lien qu'on peut faire dans cet espace de résidence, et du coup, forcément, des liens qu'on peut pour l'écriture. Et donc voilà, ça m'a amené aussi à penser ce journal avec qui prenaient la forme presque théâtrale d'images, des décors, des personnages, et de continuer ce questionnement sur la femme et la création, et de penser cette forme de peuplade que Yerma pourrait retrouver, celle qui est censée être stérile et dépeuplée. Et donc, sa rencontre avec des personnages réels ou fictifs, donc c'est là toute la limite, mais fictifs comme j'ai pu rencontrer Leonora Carrington à un moment où j'étais à Madrid, et tout en rencontrant des personnes qui habitent dans la Casa de Velázquez, cette résidence, donc sont devenus les autres artistes, les animaux du jardin, sont devenus des personnages de ma narration, comme vous avez pu l'entendre dans les textes que j'ai pu vous lire. Et mon écriture, elle est davantage la mise en récit d'aventures personnelles, et aussi je vois dans la forme de l'autofiction une possibilité de dévoiler des expériences de vie spécifiques, initiatiques aussi. Et la fiction, et pour ça, je pense, ce moyen, ce vecteur pour y parvenir, mais aussi une façon de déployer des images qui peuvent être hybrides, multiples, pas forcément plus complexes qu'une image simple. Et du coup, à l'intérieur de questionner, pour moi, c'était questionner à la fois l'animalité, le genre, la résistance, et la féminité, l'identité. Et tout ça, ça a donné lieu quand même, après cette phase de prise de notes, de prise de vue, à une exposition. Donc ça, c'était du 13 février au 3 avril 2020, à la Casa de Velázquez. Donc dans la maison, il y a une coursive autour d'un patio. Il y a des cimaises comme espace de démonstration, donc dans ce couloir-là. Et donc en février, il y avait cette exposition collective qui s'appelle chaque année, il y a cette exposition collective pour les boursiers. Donc moi, j'étais invitée à y participer.
Et pour moi, en fait, c'était vraiment l'occasion de penser la mise en forme et la mise en espace d'une installation de texte et d'image, et de penser ce rapport texte-image à l'intérieur de ce moment-là. Mais aussi comme comme un moment de sélection à travers les textes que j'avais pu écrire et sélection iconographique. C'est moi qui... Et c'était aussi de... Non, ça va. Pardon. J'en étais où? Donc, et de penser la narration dans un espace d'exposition, comment elle peut être fragmentée et en même temps avoir une forme de durée. Donc moi, cette pièce, je l'ai intitulée Les 7 jours de Yarma, donc ça reprend aussi mon idée de journal, mais ça dévoile 7 images du décor temporaire et imaginaire de Yarma, 7 fragments poétiques qui sont, je vous remets juste là, 7 fragments poétiques qui sont datés, et comme 7 jours en fait de l'autofiction de Yarma. Donc à l'intérieur, au centre, j'ai remis l'archive photographique que j'avais trouvée sur place, argentique. Donc je l'ai mis sous vide, l'original, comme un peu aussi l'incipit, le début, la genèse en fait de l'écriture aussi, et d'écrire par rapport à une image où je me suis projetée. Et c'est la seule image qui a le statut de photographie dans ma pièce. Et elle est l'unique représentation humaine, finalement. Et elle fait office de centre, de milieu. Et comme l'arrivée de ce personnage seul dans un espace inconnu. Donc après, ça a été l'impression aussi je disais que c'était seulement cette photographie, cette image qui avait un statut de photographie, parce que les autres sont des photographies, mais ont des statuts plutôt d'images imprimées. Donc ça a été l'occasion, quand j'ai fini ma résidence et que je suis retournée à la Casa Velasquez pour cette exposition. Entre-temps, je suis retournée aux Beaux-Arts de Lyon, travailler avec Denis Lecoq, qui est le technicien chargé du pôle édition Beaux-Arts de Lyon. Et ça a été l'occasion en fait de penser ces images imprimées comme en fait propres à chacune, avec chacune une identité graphique et une technique d'impression différente. Et parce que sur ces images-là, ce n'est pas des portraits, il n'y a pas d'humains qui apparaissent, c'est seulement plutôt des paysages ou des formes mi-humaines, on ne sait pas trop, mais qui construisent ce décor. Et quand on les voit de loin, on voit un espace, mais en se rapprochant, on se rend compte en fait des techniques d'impression. Donc chaque image est imprimée différemment. Il y en a une qui a une trame stochastique, donc ça a été imprimé sur des presses numériques. Une trame stochastique. J'ai pu essayer aussi des doubles passages d'images et en trichromie. Quand je disais double passage, c'est plusieurs fois au traceur, on repasse la même image avec des teintes différentes. Et je dis pas d'humain, décor, parce qu'à côté, il y a du texte. Donc on peut voir au même niveau que l'image. Et ce texte-là, donc c'est les textes que je vous ai lus aujourd'hui, qui sont en parallèle en fait de ces images, qui sont à côté de ces images-là. Et à l'intérieur de ces textes, des personnages apparaissent. Et ces textes imprimés, donc comme les extraits d'un journal, d'un très grand journal, c'est 7 jours, ils correspondent à la fois à la pensée, à l'intérieur de Yarma. Et eux, ils étaient, pour le côté technique, ils étaient imprimés sur du papier machine, très simplement, et
collé à la simèse de manière type affichage sauvage, quoi. Ce qui a été intéressant en fait là-dedans aussi, c'était de voir la relation texte-image, comme pour ne pas penser aussi le même statut ou l'illustration, ou illustrer le texte, mais plutôt comme des miroirs, des reflets et des opposés ou même des indices à l'écriture, à la lecture. Donc, il y a eu un deuxième temps de cette Sierma, qui est aussi une façon en fait performative, comme vous avez pu le voir aujourd'hui. Et c'est une manière aussi de rentrer, d'incarner par le corps aussi ce personnage-là, et une manière aussi de rejouer le texte. Donc la performance comme un deuxième temps après une installation, la performance comme une façon de faire réapparaître Yerma à un autre moment. Et aussi cette idée de métamorphose, de peut-être qu'elle se change en animal, elle est entourée d'oiseaux, donc à un moment où la fiction peut-être la fait se déplacer, donc toujours dans cette idée de marche, mais aussi se déplacer dans son propre corps. Voilà, donc je résume un peu, je fais une sorte de... Ça appartient plus à ce temps d'aujourd'hui. Et pour parler du temps, pour finir maintenant, et puis pour parler du temps d'après, c'est un projet qui m'a habité quand même. J'ai fait exister cette entité d'Yarma qui va me suivre, je pense encore. Maintenant, elle appartient aussi à un moment très, très contextuel de l'Espagne, mais aussi en m'attachant à une dimension plus symboliste, mais à cette initiale Y, c'est aussi dans cette démarche d'écriture et d'autofiction. J'ai dans l'idée aussi de continuer dans des projets de recherche et dans d'autres résidences, de m'intéresser à l'écriture d'un scénario aussi sur un autre territoire peut-être, et qui serait avec, je pense, une dimension plutôt survivaliste, où il y a quand même des outils, des armes de résistance qui pourraient exister autour peut-être d'un nouveau personnage d'autofiction, avec le Y comme un lance-pierre, comme la baguette du sourcier qui permet de trouver l'eau, mais aussi des nanomachines qui projettent des médicaments dans le corps. Donc le Y a des possibilités de fiction et d'invention multiples. Mais c'est aussi, je pense que l'idée, j'ai envie de finir sur aussi une autre peut-être anecdote, mais qui est une quête, et de penser le déplacement et d'aller dans la quête, dans l'initiatique, c'est quelque chose qui fait partie de ma pratique. Mais il y a une ville qui s'appelle I, dans les Hauts-de-France, et qui s'écrit Y. Et il faudrait peut-être y aller quand même pour voir ce qui s'y passe. Et de penser voilà, cette dérive, ou au moins ce risque de marche ou d'aller vers, comme aussi une forme de liberté. Je peux remettre mon masque. Donc, merci. Merci beaucoup Claire, merci à nos visiteurs, merci d'avoir fait le déplacement dans ces questions contraintes, parlant de dérive et de ces corps contraints. Ça a été une véritable même difficulté de mettre en place en fait cette lecture, performance et présentation de restitution de résidence.
Donc, je salue nos amis madrilènes qui nous regardent, de la Casa de Velázquez, les amis de Lyon aussi, de l'ENSBA, et leur remercier en fait d'avoir créé ce dispositif dans lequel le Cygne participe, à savoir un prix, une résidence, et nous qui arrivons comme point de chute, de rebond plutôt, vers d'autres aventures. Le temps de la résidence, justement, c'est un objet qui est véritablement intéressant puisqu'il se met hors de la commande. Évidemment, la commande peut être le lieu des expérimentations les plus avant-gardistes, mais il faut garder ces temps qui sont véritablement précieux. Celui de l'école, vu que nous avons des étudiants présents dans la pièce, et l'un des premiers temps, celui où on effectue non pas seulement une formation, mais une recherche de sa propre écriture, qu'on va sûrement mettre en œuvre dans un monde dit du travail. Et il y a ce temps qui est autre de cette recherche personnelle, qui est dans une inscription dans un territoire tel que Claire l'a très très bien exprimé. Donc merci à toi Merci. d'avoir présenté cette démarche, d'avoir affronté le Covid d'une certaine manière pour être venu jusqu'ici. Et si vous